Bienvenue sur Nouvelle Ère, Nouvelle Mère, le podcast qui donne la parole à celles qui vivent leur maternité à l'étranger. Pour ce 6e épisode, je reçois Zoé, une Française installée à Tokyo depuis bientôt 8 ans. Zoé était une adolescente passionnée par le Japon et les mangas. Vivre et travailler au Japon était un véritable projet de vie. Pour y parvenir, elle a multiplié les stages en entreprise à Tokyo et a finalement reçu une offre d'emploi dans son secteur de prédilection. Quelques années après son arrivée, elle rencontre Taisuke, celui qui deviendra son mari et le père de sa fille. Dans cet épisode, Zoé nous partage la naissance de sa fille par césarienne d'urgence, une intervention qui a permis de leur sauver la vie à toutes les deux. Zoé apprendra plus tard qu'elle a fait un décollement du placenta, un phénomène rare et gravissime en fin de grossesse. Zoé nous partage avec le sourire et beaucoup d'émotion son postpartum, les ressources qui l'ont aidée, mais aussi celles qui lui ont manqué. Avec sincérité et douceur, Zoé nous rappelle qu'on est toutes dans le même bateau et qu'il est fondamental de se serrer les coudes dans cette grande aventure qu'est la maternité. Je vous laisse découvrir ce récit de maternité à l'étranger et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Zoé, merci de m'accueillir chez toi. Je suis trop contente d'être là ce matin parce que je sais que tu as une belle histoire à partager avec plein de rebondissements. Et je vais te demander de te présenter, ton pays d'origine, nous dire d'où tu viens, nous présenter un petit peu ta famille et nous raconter comment tu en es venue à vivre ici à Tokyo. Bonjour Julie, merci beaucoup de l'invitation. Donc je suis Zoé, je viens d'avoir 30 ans, enfin ça fait quelques mois déjà, et je viens de France, du sud de la France, à Nice. Aujourd'hui on est 3 à Tokyo, mon mari et mon bébé. Et je viens d'une famille où j'ai un petit frère, mais j'ai pas mal d'oncles, tantes et du coup pas mal de cousins, cousines, donc élevés en tribu. Et aujourd'hui, j'habite dans le quartier de Setagaya-ku, plus précisément proche de la station d'Enshofu. Et ça, cette situation va bientôt évoluer. Oui, d'ici 2 semaines, on va déménager pour un espace plus grand. Maintenant qu'on a du coup notre petite fille qui s'appelle Ellie et qui a 8 mois, on a besoin d'un peu plus d'espace, donc on va déménager en dehors de Tokyo, à Kawasaki, donc c'est pas très loin, on est à 20 minutes de transport de Shinjuku, donc ça va. Super, donc ça méritera un deuxième Mamatomo portrait avec tes bonnes nouvelles adresses. Donc tu le sais, le podcast commence toujours par un petit Mamatomo portrait. Tu viens de nous dire que tu résidais à Setagaya-ku. Est-ce que tu peux nous partager tes bonnes adresses, donc que ça soit uniquement pour toi quand tu as besoin juste de te poser sans ta fille, tes bonnes adresses kids friendly, les lieux que tu aimes explorer avec ta fille, et nous partager tes hacks, que ce soit une appli, un gadget, quelque chose qui te fait du bien et qui te soulage dans ton quotidien de maman expatriée. Oui, alors que ce soit toute seule ou avec Ellie, je suis une grande fan de café. Et on a pas mal dans le quartier. Mes cafés préférés, qui sont aussi kid-friendly, il y a le Latte Graphique, qui est une chaîne, donc ils sont pas seulement à Jiyugaoka, il y en a un à Machida, donc c'est un peu plus loin, et un autre à Musashi Kosugi. D'accord. Voilà, ils sont kid-friendly, il y a une salle, je sais pas pour les autres j'avoue, mais à Jiyugaoka en tout cas, il y a une salle spéciale pour les mamans, donc on peut allaiter, il y a une salle pour changer son bébé, donc très kid-friendly et ils sont vraiment super, le staff est super. Après il y a le Onibus Café, qui a aussi une table allongée. Et puis le Pélican Café à Denshofu qui est mon café préféré. Alors là il y a pas de table allongée mais ils sont très ouverts à ce qu'on vienne avec les poussettes. Ils ont même une petite terrasse quand il fait bon, donc voilà mes recommandations. Trop bien, merci. Est-ce que tu as des hacks? Et oui, j'ai une application qui m'a bien servi quand j'ai voyagé dans le Japon. Ça s'appelle Babyka, c'est en japonais, il faut l'écrire en hiragana. Et Babyka, ça permet de trouver des poussettes à louer partout dans le Japon. Donc ça c'est pratique en voyage on veut pas forcément emmener sa poussette. Et on peut trouver à portée de main une poussette à louer pour quelques heures ou pour la journée. Et c'est un service où tu loues à des particuliers ou c'est des poussettes qui sont à disposition par exemple dans des gares, dans des centres commerciaux? Ça s'organise comment? Ouais, c'est à disposition dans des gares, des centres commerciaux ou dans les centres d'information. Ok, super. Donc vraiment pratique. Et en termes de tarifs, c'est raisonnable? Je sais plus combien on avait payé, c'était pas cher du tout. Ouais. T'en avais peut-être 500 yens pour la journée, c'était vraiment c'était vraiment correct. Très bien, merci beaucoup pour ce petit Mamatomo portrait. Donc tu es installée à Tokyo aujourd'hui avec ton mari, ta fille de 8 mois. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a amené à venir vivre ici? Parce que toi, ça fait quand même très longtemps que tu es là. En comparaison, par exemple, à moi qui suis là depuis que 3 ans. Toi, ça fait bien plus longtemps. Est-ce que tu peux nous raconter ça, s'il te plaît? Oui, effectivement, je l'ai pas précisé, mais ça fait 7 ans que je suis à Tokyo. Et ça fait longtemps que je rêvais d'habiter au Japon. Donc c'est un peu un plan de vie depuis peut-être le collège. Donc je suis un peu le cliché de la fille qui aime les mangas. Et en lisant des mangas, en regardant des animés en japonais, j'ai voulu ensuite apprendre la langue.
Et je pense que je saoulais toute ma famille avec Japon matin, midi et soir. Du coup, mes parents m'ont envoyé au Japon quand j'avais 15 ans dans une famille d'accueil pour pouvoir apprendre le japonais. Super ça. Ouais. C'était un organisme? C'était un organisme. Tu te souviens du nom? Tu sais oui. s'il existe toujours? Je pense que ça existe encore. C'est Espace Langue Tokyo. D'accord. Et c'est une école français et japonais. Donc moi à 15 ans je parlais pas du tout anglais, donc j'étais contente d'avoir la possibilité d'étudier le japonais avec des professeurs qui parlaient français, et c'était vraiment super. Je pense qu'ils font plus les voyages pour les mineurs. J'étais la dernière à pouvoir partir un peu entre les mailles, et c'était vraiment un super voyage. Et mes parents qui pensaient que ça allait peut-être me calmer un peu, en fait au contraire ils ont ouvert les valves. Ouais, ça a unlocké encore plus la passion, quoi. Et après ça, du coup j'ai un peu fait toutes mes études et tout en fonction du Japon. Donc j'ai fait des stages au Japon, j'ai fait des échanges universitaires. Alors attends, précise-nous, qu'est-ce que tu as fait comme études pour pouvoir faire des stages au Japon? J'ai fait une école de commerce. D'accord. L'école de commerce c'est très large, mais ça permet, enfin tout ce qui est marketing, communication, en fait on peut le pratiquer dans plein d'autres pays différents, donc c'était un peu l'idée. Et j'ai fait un stage dans le chocolat. Mon premier stage à Tokyo, donc c'était plutôt sympa. Et après, j'ai fait un échange universitaire à Waseda, et c'était vraiment des super moments. Et ces expériences-là m'ont permis en fait d'être contactée par une entreprise qui cherchait quelqu'un. En fait, c'est une entreprise qui fait la promotion de produits nourriture et boissons à Tokyo, donc ça correspondait à mes expériences précédentes. Et ça m'a permis du coup de venir m'installer dès mon diplôme au Japon. T'as 23 ans, t'es diplômée, ouais. T'as fait plusieurs stages au Japon, et là tu reçois une offre. Ouais. Une proposition par une entreprise qui te contacte directement. Elle te contacte par quel biais? Par le biais de l'école? Parce que s'il y a un partenariat, ou par exemple par ton LinkedIn? Par LinkedIn. En fait, l'histoire est assez marrante, c'est que je faisais un stage à Paris à ce moment-là, dans une entreprise de consulting où c'était en IT, et c'est pas du tout ma passion, et j'y allais toujours un peu avec la boule au ventre, et il m'avait proposé un CDI. Et quand on est jeune diplômé, on se dit oui, oui, je veux. En fait, on prend parce qu'on a les chocottes de se retrouver sur le marché de l'emploi en disant je vais galérer. C'est ça. Et le temps passait, j'avais toujours pas de contrat sous les yeux, et mon stage, je voyais la fin de mon stage, et en fait, une semaine, c'était un lundi, je me souviens très bien, avant la fin de mon stage, ils me disent finalement on va pas pouvoir créer le poste qu'on voulait créer. Donc j'avais bien les boules. Et ce soir-là, je vais courir, parce qu'à l'époque je courais, avec une amie, et je me souviens lui parler de mon expérience, m'asseoir sur son lit, regarder mon portable, et en fait ce jour-là, je reçois dans ma boîte LinkedIn un message de mon entreprise actuelle qui me propose du coup un poste au Japon dans le secteur de mes rêves. Incroyable. Ah ouais. Ouais. Et là, ton départ, il s'organise comment? Ils t'attendent sous combien de temps? Comment ça se met en place? Alors, à l'époque, je voulais profiter de la fin de mes études pour voyager un peu. Donc, j'avais prévu depuis longtemps de faire un voyage en Nouvelle-Zélande, sac à dos. D'ailleurs, les entretiens, j'ai passé quelques entretiens pour cette entreprise dans des auberges de jeunesse avec à moitié internet. Ils m'ont demandé de faire un best case, j'ai dû faire ça sur mon portable. Enfin, c'était un peu folklore. Mais j'avais négocié de pouvoir faire ce voyage-là, de rentrer en France, et mon voyage, je suis rentrée fin novembre, et juste après les fêtes de Noël, donc un mois après, je partais au Japon. Ok, et là tu pars au Japon, t'as quoi? Une valise? 2 valises? Une valise. Ouais, donc t'as packé tes fringues, 2-3 trucs auxquels tu tenais un peu peut-être, tes documents administratifs. Et t'es partie, quoi. Je suis partie, j'étais dans une maison, comment ça s'appelle, les share house. Une share house, que ma première famille d'accueil de quand j'avais 15 ans tient. Et en fait, d'ailleurs, à chaque fois que je revenais au Japon, que ce soit pour mes stages ou échanges universitaires, je retournais toujours dans cette maison, donc je connaissais déjà les autres locataires. Je connaissais très bien, du coup, la famille, qui sont un peu ma famille japonaise ici. T'étais dans quelle dynamique à ce moment-là? Tu vois, tu te dis, je pars au Japon, ok, c'est le pays de mes rêves, j'adore ce pays, je vais faire un boulot qui en tout cas sur le papier me plaît trop, dans le secteur qui me plaît trop aussi. Est-ce que le fait de te dire mon point de chute c'est cette famille que je connais, est-ce que ça te rassurait? Tu te disais j'ai quand même un ancrage? C'est sûr, moi j'étais contente parce que je revenais en fait retrouver des amis et un cercle social que je m'étais déjà créé les années précédentes, donc je venais pas un peu en terre inconnue. Et même pour le travail, le fait d'être venue plusieurs fois, d'avoir parlé avec plusieurs personnes dans des situations différentes, ça m'a permis de pas non plus trop idéaliser. Ah oui, d'appréhender le milieu du travail ici au Japon. Exactement. Ouais, donc je venais pas complètement inconsciente que, je savais que ça allait pas être super facile de travailler avec des Japonais, parce que culturellement c'est vraiment très différent. Donc tu arrives au Japon avec ta petite valise, tu commences à travailler, et dans quel contexte tu rencontres celui qui est aujourd'hui ton mari? Alors j'arrive au Japon, qu'est-ce que je fais? Application de rencontre.
c'était très sympa et pendant 1 an, j'ai fait pas mal de dates plus ou moins successful. Et au bout d'un moment, je commençais à un peu en avoir marre parce que c'est fatigant de rencontrer toujours plein de personnes avec qui ça se passe pas forcément, enfin, c'est pas forcément des super dates à chaque fois. Et pareil, coïncidence, le jour où je me dis j'en ai marre, je commence à parler avec mon mari actuel qui s'appelle Taisuke et on commence à discuter. Lui, il habite à Singapour à ce moment-là, mais il avait prévu de déménager au Japon le mois qui suivait. Et normalement, après 3 jours à se parler sans se rencontrer, c'est un peu ennuyant, mais je l'ai trouvé très drôle très vite. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'il m'a appelé au téléphone. Donc j'étais pas très à l'aise au téléphone. Je fais partie de la génération un peu anti-téléphone, mais enfin c'était très fluide et on a bien rigolé. Et du coup, ça a permis qu'on attende en fait de se voir quand il arrive au Japon. La petite anecdote marrante, c'est que je trouvais pas sa photo je trouvais pas très beau en photo. Et du coup, quand j'ai été le voir, j'avais un peu peur qu'il me plaise pas, alors qu'il te plaisait au téléphone et en fait les échanges, il t'avait déjà séduite. C'est ça. Mais... Et je suis arrivée en fait, coup de foudre. C'est vrai? Ouais. Je l'ai vu et je savais que ça allait être une histoire différente. Et d'ailleurs, je suis revenue le lendemain, tous mes collègues, alors ton date, parce qu'on parlait de tous nos dates. Et là, j'ai pris un air un peu sérieux. Je dis là, je crois que c'est différent. Et 3 ans après, on s'est mariés. Et l'année dernière, donc on s'est mariés en 2023 et on a eu Ellie en 2025. Dans l'épisode 3, Emeline nous confie que dans le processus, on va dire entre le moment où on date et puis après on se marie et d'avoir des enfants, dans la culture japonaise, c'est quand même très ancré que le mariage implique en fait d'avoir un enfant. Est-ce que vous, la question d'avoir un enfant, vous en avez parlé avant de vous marier? Comment vous vous êtes questionné là-dessus? C'était quoi vos projections de vie de famille? Lui, il vient de quel type de famille? Tu vois, toi, tu nous dis que tu as été élevé dans une famille, dans une tribu. Comment vous abordez cette question de l'enfant dans votre couple? Taisuke, il faut savoir qu'il est né en Angleterre et qu'il a été élevé à l'international avec des parents japonais mais très ouverts, qui parlent tous anglais. Donc pas une famille très traditionnelle, avec pas du tout de pression de la part des parents, parce que souvent c'est le cas dans les familles. Les parents de Taisuke, en tout cas, n'ont jamais mis la pression, que ce soit à Taisuke ou à ses sœurs, pour avoir des enfants. Mais Taisuke, qui est plus âgé que moi, on a 9 ans d'écart. Ok. Voilà, lui, ça faisait déjà quelque temps qu'il voulait fonder une famille et avoir des enfants, alors que moi, c'était pas du tout dans mes plans. Parce que toi, tu le rencontres, t'as quel âge? J'ai 24 ans. Ouais. Je suis arrivée au Japon en 2019, je l'ai rencontré en 2020. Et même le mariage, en fait, je viens d'une famille divorcée, pour moi, me marier, ça aurait été purement pragmatique. Et les enfants, j'étais pas contre, mais j'avais pas non plus une envie fulgurante. Ça a jamais été quelque chose d'évident pour moi de faire des enfants. Quand Taisuke m'a demandé en mariage, forcément, je savais que si je disais oui, je disais aussi oui pour les enfants. La grande question, c'était quand. Et je lui avais dit à l'époque, je veux pas faire d'enfants avant mes 30 ans, je veux quand même profiter de ma jeunesse. Oui. Mais profiter d'être un jeune couple en fait. Profiter d'être tous les deux. C'est ça. Et finalement quand j'avais du 28 ans, 29, j'ai commencé à avoir des bébés et à les voir un peu différemment. J'ai trouvé quand même très mignons ces petits bébés et un jour, j'ai vu une maman avec un nourrisson dans les bras, elle le tenait contre elle et en fait, j'ai eu un pic de jalousie. Et je pensais pas, et j'ai vraiment eu une sensation assez bizarre où je me dis oula, là je pense it's time. J'en ai parlé avec Taisuke et on a mis en route la machine. Tu dirais que t'as eu une belle grossesse? Oui et non. Oui, parce que quand j'en ai un souvenir super. J'ai adoré être enceinte, mais dès que je me penche un peu plus sur ce qui s'est passé, c'était pas si tout n'était pas super c'était pas si rose. Non, c'est ça. Okay, ouais. Le premier trimestre, j'en ai bien bavé. J'ai eu tous les symptômes de vomissement, mal au cœur constant. En plus, pour le travail, j'avais dû rentrer en France. Alors, j'avais dû rentrer en France pour faire visiter des journalistes japonais les fermes de production de fromage. Donc les odeurs. Horrible. Donc les odeurs, ne pas pouvoir manger le fromage, 5-6 heures de bus par jour. Donc ça avait été une sacrée expérience. Mais donc voilà, donc ça, puis comme beaucoup, les mal de dos, on n'arrive plus à dormir la nuit. Donc finalement, c'était pas tout rose, mais j'en garde quand même un très bon souvenir et j'ai adoré être enceinte. Quand tu tombes enceinte, qu'est-ce qui t'a traversé l'esprit? Est-ce que c'était quelque chose quand même qui te faisait peur ou pas tant que ça? Est-ce que tu l'avais déjà un peu processé, cette information que t'allais devenir maman à l'étranger? C'était quoi un peu ton état d'esprit à ce moment-là? Je me suis posé la question, est-ce que je rentrerai pas en France? Ah oui? Ouais, pour accoucher au tout début,
Puis en réfléchissant, je me suis dit que je serais contente de rentrer chez moi au Japon parce que je considère que aujourd'hui chez moi c'est au Japon. Donc on a décidé de le faire, de faire toute la grossesse au Japon et d'accoucher au Japon. Comment vous avez choisi votre établissement de santé? Alors la raison pour laquelle j'hésitais avec la France et le Japon, c'est parce qu'au Japon ils ont des pratiques quand même assez différentes des nôtres et ça me faisait un peu peur. Ça me faisait peur de savoir qu'au Japon, la péridurale, c'était pas hyper fréquent. L'épidioctomie, ils le faisaient souvent systématiquement. Enfin, ce genre de choses, c'est ça qui me faisait douter de faire ma grossesse au Japon et d'accoucher au Japon. Et heureusement, on a trouvé une clinique qui permet de faire une péridurale si on le souhaite, qui font des épisiotomies seulement si c'est vraiment nécessaire, et qui sont quand même s'ils parlent pas trop anglais, ils sont quand même assez ouverts aux étrangers. Il y a beaucoup d'étrangers qui font leur grossesse et qui accouchent avec eux. Est-ce que toi, en étant une femme française, une étrangère, tu t'es quand même sentie soutenue, écoutée? Est-ce que t'as osé poser des questions ou est-ce que des fois tu t'es sentie un peu, je dirais un peu muselée dans tes questions? Comment t'as vécu tout ça? Je pense que ça a été parce que mon mari est venu absolument à toutes les visites et ça a beaucoup joué. Le fait qu'il soit japonais, qu'il soit avec moi, ça a permis de fluidifier les échanges avec les docteurs. Ensuite, j'avais un docteur qui avait très peur d'avoir une étrangère en face de lui et pas très peur, mais qui en tout cas faisait plein de petits commentaires en disant oulala. Est-ce qu'elle va comprendre ce que je dis, et alors que je parle assez bien japonais. Il disait ça en japonais devant toi? Oui. Alors que tu comprenais? Oui. Il parlait à son infirmière en disant oh là là, daijoubu kana, est-ce que ça va aller? Et moi je dis oui, daijoubu desu. C'est pas un souci, je comprends. Alors oui, j'avais pas tout le vocabulaire médical, mais ça déjà ça s'apprend. Et puis après il était rassuré. En fait, dès qu'il y avait mon mari, je le voyais rassuré. Donc oui, ça c'était un peu choquant, je pense, mais c'était un vieux docteur. Est-ce que tu as suivi une préparation particulière? Comment tu t'es préparée à cette grande aventure? Et aussi, c'était quoi ton niveau d'information au moment où toi tu tombes enceinte? Tu vois, comment t'abordes la maternité? C'est quoi ta connaissance sur toute cette aventure? Qu'est-ce que tu connais? Alors, zéro. Zéro? Parce que déjà, à l'époque, j'ai une amie qui est enceinte. Au Japon ou en France? En France. Mais j'ai pas beaucoup d'amis, en fait, qui sont déjà mamans. Et la manière dont je fais mes recherches, moi, c'est sûr que j'échange beaucoup avec les autres. Donc c'est vrai que je vais pas trop sur les sites et c'est au fur et à mesure que j'ai appris un peu comment ça allait se passer. On a engagé une doula qui nous a accompagnés, même si elle nous a accompagnés surtout vers la fin de la grossesse pour l'accouchement. Et moi, j'attendais peut-être plus d'informations de sa part. Qu'est-ce que tu n'entends pas que t'aurais peut-être aimé savoir? Justement, je savais pas. Ouais, c'est ça en fait. En fait, ça, je savais pas et je savais pas par quoi commencer, quelles étaient les informations en fait dont j'avais besoin, quel sujet il fallait que j'approfondisse comme type de connaissance. Donc c'est ça où c'est cette partie-là où j'aurais aimé être plus guidée en fait, même si donc on a été quand même très content d'avoir une doula pour nous accompagner, surtout à la fin de la grossesse et pendant l'accouchement où on va pas spoiler, mais ça a été assez difficile et on a eu beaucoup de soutien de la part de notre doula et qui nous a aussi aidé d'ailleurs après pour l'allaitement. Et en plus donc des informations qu'elle te prodiguait à toi uniquement, tu m'avais dit que vous aviez suivi des cours de préparation, c'est ça, collectif? Oui, qu'elle organise. Donc cours de préparation à l'accouchement par voie basse, donc les contractions, quand est-ce qu'il faut se rendre à l'hôpital. Donc en fait, finalement, j'ai eu plein d'infos, c'est juste que avant, comme je savais pas, en fait, c'est moi qui savais pas quelles questions poser plutôt et par où commencer mes recherches. Tu te souviens un peu des questions quand même qui te traversaient l'esprit? Qu'est-ce qui te questionnait le plus? Moi, c'était surtout le jour de l'accouchement. C'était plus le jour de l'accouchement que la préparation en amont. C'est gérer la douleur, comment est-ce qu'il faut respirer pour que ça se passe le mieux possible, connaître un peu aussi l'hôpital, quelles sont les pratiques de l'hôpital, qu'est-ce que mon mari peut faire, est-ce qu'il peut venir, est-ce qu'il peut m'accompagner, comment ça se passe. Et là, sur les pratiques de l'hôpital, est-ce que votre doula a pu vous aider ou est-ce que même vous avez pu poser vos questions à l'hôpital? En fait, notre doula nous a beaucoup aidés parce qu'elle organisait pas mal de séminaires auxquels on pouvait participer en tant que ses clients. Et du coup, par chance, j'ai participé à donc la préparation à l'accouchement par voie basse, mais aussi un séminaire sur la césarienne, où elle expliquait par hôpital, comme elle connaît très bien les hôpitaux japonais, par hôpital, comment ça se passait étape par étape, et ça m'a permis de bien comprendre le fonctionnement. Et quand j'ai eu donc ma césarienne, je savais à quoi m'attendre et comment ça allait se passer. Les informations que vous avez eues pour vous préparer à cet accouchement et à votre entrée dans la parentalité, c'était principalement avec votre doula.
l'hôpital vous a jamais rien proposé. Même en ayant un mari japonais et en étant toi japanophone, on t'a jamais proposé peut-être d'intégrer des classes de préparation dispensées par l'hôpital. Ça s'est jamais présenté, ça. Je pense que oui. On nous a donné peut-être des flyers, mais on reçoit tellement de documentation on s'y perd. Ouais. Et on a eu une vidéo vers la fin quand on fait le non-stress test, donc on est pendant 20 minutes dans 30 minutes même dans un fauteuil, on est monitoré. On m'avait montré une vidéo sur l'accouchement par voie basse, les différentes positions. Donc on a eu quelques informations, mais c'est vrai que c'était pas aussi clair et pas aussi fluide que lorsque on parle à une personne. Par rapport à la préparation, la doula m'a aussi aidé à faire mon plan de naissance. Qui a été bien accepté par l'établissement de santé. Comme elle connaît bien les hôpitaux, ça m'a permis de faire le plan de naissance qui fonctionne, même si finalement on n'a absolument rien fait de ce plan de naissance. C'était quoi ton plan de naissance? Nous, on voulait un accouchement par voie basse, avec péridurale. On voulait que mon mari soit là et qu'il puisse faire du pot à pot avec le bébé et couper le cordon ombilical. D'accord. C'est tout ce dont je me souviens. Il y avait d'autres éléments, c'est certain, mais au final, tout ça, on n'a pas pu le faire. Eh ben, tu vas nous raconter comment ça s'est passé en vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Ellie est arrivée? Alors... Tu vas remonter un petit peu avant, c'est ça? Je vais remonter un petit peu avant. Vas-y. Tout a commencé justement le jour où je participe au séminaire de la doula sur la césarienne. Et le soir même, je fais un rêve, un cauchemar. Je rêve que je suis allongée dans un lit et que le chat que j'avais quand j'étais petite est sur mon ventre et part du lit et à sa place, je vois une cicatrice de césarienne. Et dans mon rêve, je me dis si j'ai une césarienne, Ellie est née, où est-ce qu'elle est? Et dans mon rêve, je la cherche partout et je la trouve pas. Je me réveille, j'en parle à mon mari, on rigole un coup. Et ce jour-là, je devais retrouver des amis pour leur faire visiter un quartier. Et je me sens pas très bien. Et au lieu de me dire, j'annule, je reste tranquille à la maison, je me dis, il faut que je sorte prendre de l'air. Donc je pars plus tôt. Et je lis un livre dans un café. Et je commence à avoir de grosses douleurs au ventre, comme si j'avais besoin d'aller aux toilettes. Ouais, t'es brassée. Ouais, je suis vraiment pas bien. Et ça passe pas, ça dure 10, 15, 20 minutes. J'en parle à mon mari, il me dit mais c'est pas des contractions parce que c'est pas par vague de douleur, c'était vraiment constant. Il me dit du coup ne va pas à l'hôpital. Ne va pas à l'hôpital, ça ils vont te renvoyer à la maison, ça sert à rien, rentre à la maison, te reposer. Donc je dis oui, t'as raison. J'annule mes amis, je saute dans un taxi. Et en fait, déjà, à l'attente du taxi, j'étais pliée en deux. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Et le taxi, d'ailleurs, j'ai senti une petite goutte suer sur son front. Le chauffeur, il s'est dit, c'est pas un bon plan. Et sur le chemin de la maison, je change d'avis. Je dis au chauffeur, on va changer, on va à l'hôpital, direction l'hôpital. C'est quoi le déclencheur, là, qui te dit, non, en fait, là, faut que je m'écoute, faut que j'aille à l'hôpital? Déjà, l'hôpital était sur le chemin. Ouais. Et je trouvais que c'était des douleurs vraiment pas normales. Et je me dis, au pire, je vais aux toilettes de l'hôpital. Oui. Au pire, oui, qu'est-ce qui peut se passer? En fait, ils se disent que je suis venue pour rien, mais c'est pas grave. Exactement. Ouais. Donc j'arrive aux urgences de l'hôpital, je plie en deux, ils mettent sur une chaise, sur un lit d'hôpital. Ouais. Ils m'examinent et là le docteur me dit madame, vous avez la diarrhée. Désolée, c'est pas très glamour, mais... Non, mais bon, c'est aussi la réalité, en fait. Voilà, donc l'infirmière me dit, effectivement, vous allez pouvoir rentrer chez vous tout de suite. Donc je me dis, mon mari avait raison. Et là, le docteur dit quand même, vous êtes bien déshydraté, parce que même si je savais ce que j'avais, j'étais toujours pas bien. Il me dit, on va quand même vous garder en observation la nuit et vous réhydrater. Donc ils me mettent dans une chambre avec des ventouses sur le ventre pour monitorer le bébé. Et ils te mettent une perfusion? Perfusion, voilà. J'ai pour toujours t'hydrater, mais pour une t'hydrater. Perfusion pour m'hydrater. Là, mon mari m'amène mes affaires d'hôpital et je lui dis, rentre à la maison, ça sert à rien, j'ai juste besoin de me reposer parce que je commençais à être vraiment très très malade. Donc il rentre à la maison, se coucher, il était très fatigué ce jour-là, donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend des somnifères pour mieux dormir. Erreur, car peut-être 1 à 2 heures après qu'il soit parti, l'infirmière vient me voir me disant que il monitore quelque chose un peu anormal et en fait le cœur du bébé, il se rend compte que dès que je me lève pour aller aux toilettes, le cœur du bébé chute. Donc il y a quelque chose qui est pas normal, mais que probablement on va devoir faire une césarienne, mais qu'on pourrait attendre le lendemain. Et 1 heure encore après, elle revient, elle me dit appelez votre mari parce que ça va pas, là le bébé est en souffrance, il faut vraiment qu'on fasse une césarienne d'urgence, appelez-le. Et là je l'appelle. Attends. Parce que toi, donc, tu reçois cette information, t'es toute seule. Je suis toute seule. Là, il se passe quoi dans ta tête? Je pense que j'étais un peu confuse. En fait, j'étais très malade. Vraiment, j'ai petit virus on sait pas, à ce moment-là, on sait pas ce que c'est, donc, j'étais surtout, toi, t'es fatiguée et brassée. Exactement. Donc, tu penses même pas? Non. T'es même pas, en fait, dans l'aspect, ok, je pars en césarienne, je pars au bloc. Tu penses même pas à ça? Pas encore. C'est quand mon mari est arrivé ensuite. Donc, en fait, je l'ai appelé,
peut-être une quinzaine de fois et j'ai pas réussi à le joindre parce qu'il dormait avec un somnifère. Ouais. Et c'est mes belles-sœurs qui heureusement habitent pas trop loin qui sont venues sonner à la porte jusqu'à ce que puisse se réveiller et venir me rejoindre. Et là, dans ma tête, je pensais qu'on pouvait encore attendre jusqu'au lendemain. Et du coup, je pensais pouvoir m'y préparer un peu psychologiquement. Et finalement, c'était trop urgent. Du coup, je suis passée au bloc. Donc ton mari arrive. Mon mari arrive. Est-ce que vous contactez votre doula? Oui, on contacte la doula en lui disant demain matin. Qui la contacte là? C'est toi? C'est ton mari? Là, mon mari prend le relais parce que de toute manière, je peux rien faire. Là, je suis allongée. C'est pas du tout confortable parce que je me sens pas bien. Je suis malade, j'ai mal au ventre. On me demande de rester dans une seule position. Donc très vite, j'ai le côté endolori, donc je dois demander à l'infirmière de changer de position de temps en temps parce qu'en fait, je suis vraiment pas confortable. Et j'ai en tête que du coup, on doit faire la césarienne le lendemain à 8h du matin. Je crois que je suis pas hyper nette sur les heures parce que... Oui, non mais... moi, c'est parce que j'aime bien me représenter, oui. Tu vois, déjà, je trouve que une césarienne qui est annoncée en pleine nuit, c'est peut-être pas la même chose qu'une césarienne qui est annoncée à 15h, tu vois. Quand t'es en pleine journée, là, la nuit, il y a quelque chose de... c'est une autre ambiance, en fait. C'est une autre ambiance. Ouais, le temps est un peu distendu à ce moment-là. Et il faut savoir que Ellie est née le 26 mai, mais que le 25 en France, c'est la fête des mères. Et avec le décalage horaire, j'ai ma mère et ma grand-mère qui m'ont appelée alors que j'étais sur le point d'accoucher. Et t'as répondu? Oui. T'as répondu? Avant, pas pendant l'opération évidemment, oui, non, mais avant oui, j'étais sur en fait, j'ai eu quand même pas mal d'attentes finalement sur ce lit. Okay. Et du coup, j'étais contente de pouvoir parler à mes amis, à ma famille. Donc à ce moment-là, j'étais quand même en communication avec eux pour les prévenir, je leur envoyais des photos, selfies en mode tout va bien alors qu'en fait pas du tout. Oui, il faut rassurer maman et toute la tribu en France. Mais même pour me rassurer moi-même, parce que je pense que je réalisais pas ce qui allait vraiment se passer. Enfin, même l'opération, j'avais pas préparé. J'avais fait ce séminaire-là, mais un peu par hasard, en me disant, ne sait-on jamais. Et finalement, heureusement que je l'avais fait, parce que tout ce qui s'est passé ensuite, j'ai su exactement quelles allaient être les étapes de la césarienne, donc j'étais quand même contente de savoir ça. Donc ton mari arrive. Mon mari arrive. T'es en attente, donc, sur ton lit d'hôpital. Ouais. Vous attendez que le bloc soit prêt, que l'anesthésiste soit prêt aussi. La doula a été prévenue, viens demain matin à 8h. Ouais. Et là, comment ça s'organise? Donc, je pars au bloc. Ton mari reste en extérieur. Il n'est pas autorisé à rentrer dans le bloc. Exactement, dans cet hôpital-là. Et je crois qu'au Japon, globalement, la famille n'est pas autorisée à assister aux césariennes. Et du coup, j'avais heureusement 2 infirmières avec moi et je leur tenais la main. Ouais. C'est là où j'ai commencé un peu à paniquer. J'avais jamais eu d'opération avant et c'est vrai que je commençais un peu à réaliser ce qui était en train de se passer et j'étais contente d'avoir du soutien. Le staff hospitalier a été super. Est-ce que t'as des réminiscences de sensations? Est-ce qu'il y a des choses, tu vois, quand t'es rentrée dans ce bloc, des choses qui t'ont un peu alerté ou un ressenti? Tu vois, des fois, je trouve qu'en France, par exemple, les femmes qui ont des césariennes, elles disent beaucoup, par exemple, qu'elles ont une sensation qui fait très froid. Oui. Est-ce que toi, t'as ressenti ça? Comment t'as... Ouais, il a fait froid. Ensuite, quand ils ont mis la péridurale, ça me faisait un peu peur parce que l'idée de l'aiguille, on m'a dit que c'était un peu douloureux. Donc ça, je me souviens serrer du poing en me disant faut que je respire et que ça se passe bien. Finalement, ça a été, mais c'est pas agréable. Et puis pendant l'opération, j'ai fait l'erreur de regarder le plafond où en fait comment expliquer ça? Il y avait un reflet. Ouais, il y avait un reflet d'une lampe. Tu as vu ton bas-ventre dans un reflet de lampe. Exactement. Alors heureusement, c'est pas précis du tout, c'est pas net du tout, mais c'était assez pour T'as compris qu'il y avait du sang, quoi. Ouais, et j'ai eu alors je sais pas si c'est ça parce que je sais que c'est possible d'avoir des hauts les cœurs même sans voir ça, mais du coup ça m'a fait vomir. Donc voilà, donc la césarienne se passe. J'ai souvenir aussi à un moment de me dire c'est quand même un peu long, est-ce que je me taperais pas un somme? Pendant la césarienne? Pendant la césarienne, je me dis là, est-ce que je fermerais pas les yeux? Et je l'ai pas fait et ça s'est fini. Faut savoir que la césarienne, le bébé sort dans les 5 minutes. Enfin, ça met 5 minutes au docteur pour ouvrir le ventre, sortir le bébé. Et à ce moment-là, Ellie n'a pas pleuré. Mais ça m'a pas choquée parce que je savais que pour les césariennes, souvent, c'était pas immédiat comme dans l'imaginaire que l'on a. Et surtout que quelques minutes après, je l'ai entendu pleurer, donc je me dis, pour moi, tout allait bien, ça y est, j'avais accouché. Elle était en bonne santé. Elle était en bonne santé, enfin vraiment. Et là, je sors et je vois mon mari, livide. Entre-temps, il s'est quand même passé, t'es resté sur la table, toi on t'a recousu. Oui. Le bébé, est-ce qu'on te l'a amené? En fait, le bébé, je l'ai vu juste 2 secondes quand ils l'ont sorti. Ils m'ont posé à côté de la tête 2 secondes et ensuite ils l'ont emmené. Elle part en nurserie pour ses premiers soins. Toi, tu restes au bloc, on te recoue. Voilà. Et ensuite, donc là,
Tu sors. Voilà, je sors, donc c'est sur un brancard, et je vois enfin mon mari, et je le vois pas très très bien. Donc il était accompagné de la doula, donc entre-temps la doula était venue en urgence pour le rejoindre, et je vois mon mari un peu livide, qui commence à m'expliquer que en fait ça s'est pas aussi bien passé que moi ce que je ressentais, que en fait j'avais perdu beaucoup de sang, 3 litres en l'occurrence, donc grosse hémorragie. Je m'en suis absolument pas rendu compte parce que le staff est très professionnel, aucune panique. Même en japonais, j'ai pas entendu une seule phrase qui pouvait indiquer une urgence. Donc ça m'a permis moi d'être calme tout le long et de pas paniquer non plus, parce que j'imagine que ça aide pas si en plus le patient panique. Et puis ensuite il me dit Ellie, donc elle a des problèmes de respiration, elle respire pas bien, donc il va potentiellement falloir la transférer dans un autre hôpital, et pour l'instant elle est pas encore sortie en fait des soins qu'on lui faisait pour s'assurer qu'elle aille bien. Moi, je pense que je l'ai mieux vécu que mon mari, dans le sens où j'étais un peu shootée par tout ce qui venait de se passer, donc je réalisais pas du tout en fait. Oui, toi t'as l'information, mais tu la traites pas en fait. Je la traite pas, alors que mon mari, oui. Et après, donc, me mettre dans une chambre pour me reposer. J'ai mes beaux-parents qui viennent, en l'occurrence ma belle-mère et ma belle-sœur qui étaient dans le coin, qui viennent me rejoindre. Et Tasuke qui part en fait dans une ambulance dans un autre hôpital avec le bébé. Donc parce que Ikurio, donc c'est une clinique, ils ont pas forcément les soins d'urgence. Comment ça s'appelle la néonate. Merci, la néonate. Donc ils ont dû transférer Ellie dans l'hôpital le plus proche, qui est donc Niseki, la Croix-Rouge. On a eu de la chance, c'est que ce jour-là, à Nakameguro, donc là où j'ai accouché, ma belle-mère devait retrouver sa fille pour déjeuner, et du coup ils étaient dans le quartier. Donc en fait on a eu de la chance, et elle a pu venir assez rapidement après que Taisuke soit parti, pour pas que je reste toute seule. Et quand elle est arrivée, moi bonjour Yasuko. Grand sourire. Du coup elle me dit ça a l'air d'aller pas trop. Ah ouais, toi t'es dans une autre réalité en fait. Autre réalité complète quoi. Genre oui. C'est un peu bizarre. Je commençais à avoir des sensations bizarres dans le bas-ventre avec ils mettent du froid, ils mettent des glaçons sur le ventre, donc t'as tout qui se rétracte, donc il y a même des sensations pas très agréables, mais je suis contente de voir ma belle famille, je souris. Et là, il y a eu un moment quand même où tout a commencé à redescendre. Ouais. Donc j'ai commencé à avoir des douleurs qui reviennent. Et puis le docteur est venu me voir en me disant vous avez quand même perdu beaucoup de sang, il faudrait faire une transfusion. Enfin la clinique, ils pouvaient pas la faire, donc ils m'ont dit il faudra peut-être faire une transfusion, et peut-être du coup que vous alliez aussi à Red Cross, dans l'autre hôpital. Et moi un peu shootée, je dis non, moi je veux rester ici, si c'est pas nécessaire en fait. Je veux rester à Ikurio parce que c'est là où j'avais prévu toute ma maternité, où j'avais prévu donc la chambre d'hôpital, j'avais pris la suite, je voulais un truc le mieux possible, et du coup j'avais pas du tout envie de changer d'hôpital. Mais en fait c'était à la japonaise, quand ils te disent il faudrait peut-être que, en fait c'était il faut le faire. Aller. Et heureusement j'avais ma belle-mère qui a compris ça, et le docteur est revenu plus tard en me disant non, en fait il faut vraiment que vous partiez dans l'autre hôpital. Et c'est là où moi je pense que j'ai eu un peu la chute, la retombée, où d'un coup je me suis dit en fait je vais pas du tout être dans les conditions que j'avais prévues. J'avais les douleurs qui revenaient, et on doit préparer mon transfert vers l'autre hôpital. Donc là j'ai 5 pompiers japonais qui débarquent. C'est un peu le rêve quand tu imagines des pompiers qui débarquent, mais c'était pas le bon moment. Non, c'était pas les stripteaseurs pompiers japonais qui me passent du coup du lit au brancard. Donc là c'est hyper douloureux. Et ma belle-mère pouvait pas venir dans l'ambulance avec moi. Ils étaient limités. Et en fait, c'est là où je me retrouve de nouveau toute seule, où je commence à avoir les douleurs, tout le monde me parle en japonais, et comme je suis un peu confuse, je comprends plus rien. Je suis sur un brancard, donc on me déplace, je vois juste au-dessus de moi. Donc c'est un peu... Et là, je commence à pleurer, je commence à vraiment avoir une sorte de crise de panique, en fait, où je commence à avoir du mal à respirer, et je commence à pleurer. Donc le transfert se fait comme ça, où en fait, je suis tétanisée en pleurant, je suis sur le brancard, et je suis vraiment pas bien. Et j'arrive dans l'autre hôpital, où ils me mettent dans une autre salle d'opération, où là, pour moi, c'était le pire. J'ai peut-être 6 ou 7 personnes autour de moi, infirmières, médecins. Il y en a une qui check en bas, j'en ai 2 sur chaque bras, ils me font des prises de sang d'un côté. Et ça, pour moi, ça a été vraiment très dur, parce que je me suis sentie complètement comme un objet inanimé, tripoté dans tous les sens. Enfin, c'était vraiment... Et là, la doula, elle a pu te suivre ou pas du tout? Pas du tout. Elle est restée avec mon mari.
Et ce qui l'a beaucoup rassurée parce qu'en fait, elle lui a dit expliquer ce qui se passait. Donc ça, j'ai su après, mais pendant que moi j'étais opérée, elle a pu lui expliquer ce qui était en train de se passer. Quand le bébé a été mis à part, elle a pu lui dire logiquement quelles étaient les options, enfin quels étaient les potentiels problèmes. Donc lui, ça lui a permis d'avoir une vision plus logique et claire de ce qui est en train de se passer plutôt qu'être dans le flou total. Donc ça, c'était vraiment super. Non, moi là, j'étais vraiment toute seule à ce moment-là et j'avais même une infirmière qui était assise. Alors je sais pas si c'était pour me changer les idées, mais elle me parlait de quelle chambre je voulais. Ah non, je pense que c'est pas pour te changer les idées, c'est par pragmatisme en fait. Donc pendant que j'étais tripotée dans tous les sens, il fallait que je réponde à ces questions. Et après, j'ai ma belle-mère et ma belle-sœur qui nous ont rejoints parce qu'elles pouvaient pas être dans l'ambulance avec moi, mais elles sont venues en voiture. Et elles étaient dans la même pièce que moi, mais on était séparés par un rideau. Et en fait, post-opération, alors ça, je pense que c'est assez fréquent, mais tu sais, ils font une sorte de massage pour enlever le sang. Évacuer le sang, ouais. Ouais, évacuer le sang. Et ça, du coup, ils me l'ont fait, mais quelques heures après l'opération. Et en fait, c'était tellement douloureux. Je crois que j'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. Enfin, je hurlais de douleur au point de faire pleurer ma belle-sœur parce qu'en fait, c'était tellement... Est-ce qu'ils t'ont expliqué ou pas du tout? Alors, je savais qu'il y avait ces massages qui existaient par, encore une fois, les explications de la doula lors de ces séminaires. Mais je savais que c'était... Moi, on m'avait dit que c'était douloureux. Et j'avais vu des témoignages sur les réseaux sociaux de mamans qui racontaient aussi que ça avait été vraiment très douloureux pour elles. Donc, je sais pas si ça dépend pas tout simplement des personnes. Mais moi, ça avait été... Vraiment, j'ai jamais eu une douleur aussi forte. À tel point que quand ils sont revenus pour le refaire de nouveau... T'as dit non? C'est pas que j'ai dit non, c'est que ma main a agrippé la main de l'infirmière. Et je n'arrivais pas à la laisser le faire. Et je lui disais, je sais qu'il faut que vous fassiez, je voudrais vous laisser le faire. Mais en fait, mon corps refusait complètement. Et après, au fil des jours, ça a été mieux et j'ai plus ces douleurs-là. Mais les premières fois, là, les 2 premiers jours, c'était vraiment, vraiment très, très douloureux. Ouais. Ok, donc toi et ta fille êtes transférées à Niseki. Elle est prise en charge, elle part en néonate, on s'assure qu'elle respire bien. Mon mari m'a rejoint après, donc il m'a dit, bon, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que ce qui lui est arrivé, ça arrive assez fréquemment aux bébés qui naissent par césarienne, parce qu'elle avait encore du liquide amniotique dans les poumons. Et du coup, c'est quelque chose qui se soigne en néonate, et donc pas trop de soucis, même si ça fait mal au cœur de voir son bébé avec plein de tubes pour respirer. Et moi, en fait, finalement, je n'ai pas eu, figure-toi, de transfusion. Ah bon? Au final, j'en ai pas eu besoin. J'ai eu des perfusions. Ok, mais pas de sang. Pas de sang. Et là, ouais, j'ai eu pas mal. J'avais sur les 2 bras, j'avais, tu sais, comment t'appelles ça? Ouais, les cathéters. Les cathéters sur les 2 bras. J'avais des antibiotiques, du fer. Donc, on m'a pas fait de transfusion, mais on m'a quand même blindé en fer. Blindé en fer. Quand est-ce que tu sais pourquoi t'as été césarisée d'urgence? Avant que j'arrive dans la chambre, quand mon mari me rejoint dans la salle d'opération où on m'avait laissé, et là il m'explique un peu tout. Il me dit que Ellie va mieux, et il me dit aussi que suite à la césarienne, les docteurs lui ont expliqué que ce qui s'était passé, c'est qu'en fait j'ai fait un détachement du placenta, et que c'est ça qui a provoqué l'hémorragie, et c'est assez rare, et c'est assez grave aussi, c'est-à-dire que si on n'avait pas opéré, le placenta s'était complètement détaché, en fait on perd le bébé. Et moi, en fait, si j'avais pas eu ces symptômes, eh ben on n'aurait peut-être pas su et j'aurais peut-être fait une hémorragie interne et en fait ma vie était aussi en danger. Finalement, ces maux de ventre m'ont quand même sauvé la vie et celle du bébé. Est-ce qu'on t'a mis en garde? Est-ce que toi aujourd'hui, du fait que t'aies vécu ça une fois, est-ce que le médecin t'a alerté sur le fait que c'était quelque chose qui pouvait se reproduire? Est-ce que c'est une inquiétude que tu as aujourd'hui? Alors, médicalement, en fait, on sait pas les causes d'attachement placentaire. Mais si on l'a eu une fois, la probabilité de l'avoir une seconde fois est plus élevée. J'ai pas les chiffres précis, mais je crois que ça monte à 10 voire 15% de ce que j'avais lu, moi. Et le médecin, moi, il m'a pas expliqué directement parce que comme j'avais été transférée, mais quand je suis revenue dans la première clinique pour les papiers et tout ça, j'ai été accueillie par le directeur. On m'a reçu, on a répondu à mes questions, et là, j'ai pu avoir quand même un moment pour discuter avec eux. Tu passes un bon séjour à la maternité. Oui. C'est pas facile, évidemment, médicalement, parce que je mets du temps à me mettre debout. Je peux pas voir mon bébé tout de suite, qui est en service d'urgence pendant les 3 premiers jours. D'accord. Donc ça aussi, c'est un peu dur, parce que on a envie forcément... Le jour où j'ai été transférée, j'ai pu quand même aller la voir en néonate.
Et c'est la photo qui me brise le cœur à chaque fois où je lui tiens sa petite main et qu'elle est pleine de tubes de partout. Mais après ça, pendant 3 jours, ouais, j'ai pas pu créer une relation, enfin passer du temps avec mon bébé. Donc quand ils m'ont amené dans la chambre, c'était assez surprenant. Je m'y attendais pas, en fait, on m'avait pas prévenu. Et du jour au lendemain, j'ai ce petit bébé à côté de moi. C'est vraiment là, en fait, le moment où t'as rencontré ta fille, en fait. C'est ça, exactement. Tu avais une volonté d'allaiter Ellie, toi? Oui, alors je me mettais pas une grosse pression parce que moi j'ai pas été allaitée moi-même, ça a jamais trop été un sujet, mais je me suis dit que c'était bien si j'arrivais à le faire. J'essayais, je me suis mis quand même la pression toute seule assez vite, et comme Ellie était née 3 semaines en avance, elle était trop petite pour téter au sein, et très vite j'arrivais pas à produire assez de lait, donc on a très vite mis un peu de formula, et du coup jusqu'à ces 7 mois j'ai fait en fait mixte allaitement et formula. Et aujourd'hui on a arrêté l'allaitement. Et là, dans les 3 jours où tu es donc à la maternité, dans la douleur de ta césarienne et où tu ne vois pas ton bébé, le personnel médical t'a bien aidé quand même pour mettre en place ta lactation? Ils ont été d'un bon soutien et d'un vrai support? Ouais, vraiment incroyable. Beaucoup d'explications, beaucoup d'aide. Donc les infirmières japonaises massent la poitrine pour pouvoir aider à sortir du lait. Ils amènent le lait au bébé directement. Donc non, vraiment un super soutien. Et quand moi j'arrivais pas à sortir du lait, que je me suis mis une grosse pression et que j'en avais des bleus sur les seins à essayer de faire sortir mon lait, j'ai une infirmière qui est venue, qui s'est agenouillée à la japonaise et qui m'a pris la main et qui m'a dit là faut arrêter, ça sert à rien de vous mettre autant de pression. Du coup beaucoup de bienveillance, donc vraiment j'étais très très bien encadrée. Comment vous aviez préparé cette période du postpartum immédiat? Qu'est-ce que vous aviez anticipé? Quelles décisions vous aviez prises, notamment ma congé paternité de ton mari? Quelles ressources, en fait, vous aviez mobilisées? Qu'est-ce qui vous faisait peur en réalité, tu vois, en logistique, et à quoi vous aviez pallié par avance? Pas grand-chose. Après coup, je me suis rendu compte qu'on aurait pu quand même beaucoup mieux préparer cette arrivée. Évidemment, j'avais préparé tout ce qui est matériel pour accueillir le bébé. J'avais préparé que ma mère vienne pour me soutenir, et ça, pour moi, ça a été ma plus grande ressource. C'était d'avoir son support. Elle est venue, en plus elle a changé ses billets d'avion dès qu'elle a su que ça allait pas, et ça c'était super de l'avoir à la maison. Elle est arrivée combien de temps après la naissance d'Ellie? 3 jours. 3 jours? Ah ouais, super ça. Donc vraiment... Donc elle est arrivée, t'étais encore à l'hôpital? Ouais, et elle venait tous les jours à l'hôpital pour me voir, pour passer du temps avec moi, pour voir le bébé. Mon mari lui a proposé d'être logé chez nous. Au début elle refusait en disant que c'était peut-être pas une bonne idée, mais elle a fini par accepter parce que mon mari a beaucoup insisté. Je raconte ça parce que ça a eu quelques conséquences sur la suite. Mais voilà, donc ressources, ma maman. Avant d'accoucher, j'avais quand même parlé à mon mari du fait que ce serait bien qu'on ait quand même des plats picards ou qu'on prépare des plats en avance, mais finalement on n'a pas eu le temps de le faire parce que j'avais pas prévu d'accoucher aussitôt. Donc ça c'est quelque chose que j'ai un peu regretté de pas avoir. Comment tu as eu connaissance du Sango-care? Alors le Sango-care, j'en ai eu connaissance parce qu'une amie en a bénéficié. Et puis moi ça m'intéressait pas trop, j'avais pas trop compris en fait tout le bénéfice du Sango-care, et même avec mon mari en fait suite à l'hôpital on nous avait proposé de rester plus longtemps. Donc le Sango-care, qu'est-ce que c'est? Littéralement ça veut dire après naissance. C'est les soins d'après naissance, c'est ça littéralement ce que ça veut dire. Et du coup c'est de rester plus longtemps dans un établissement de santé, que ce soit l'hôpital où on a accouché ou d'autres hôpitaux qui sont dans notre city, notre coup. Et de passer, il me semble que c'est maximum 7 jours, peut être en plusieurs parties. Est-ce que c'est une hospitalisation de jour ou est-ce que c'est un séjour avec des nuitées comprises? Ça peut être les deux. Au début, on avait fait le choix de pas du tout faire de Sango-care. Et mon mari, il en avait marre parce que j'ai passé une dizaine de jours au total quand même hospitalisé. Du coup, il avait qu'une hâte, c'est qu'on rentre à la maison. Et en fait, très vite, on s'est dit, ce serait bien finalement de profiter de ce bénéfice. Et donc, j'ai fait 3 nuits, 4 jours dans la première clinique où j'ai accouché, où en fait on est pris en charge, on a nos repas qui sont faits, on a des infirmières qui viennent nous aider donc pour la lactation, pour le sommeil, son sommeil à soi. Donc si on a besoin de dormir, ils peuvent prendre le bébé en nurserie, en nurserie. Donc ça c'était vraiment super. Ce qui nous a décidé à faire le Sango-care, c'est pas la césarienne, c'est qu'en fait le début postpartum était quand même très violent et qu'on était très fatigués, et on s'est dit là c'est pas mal d'en profiter. Et c'est ça que je voulais préciser tout à l'heure, c'est qu'on peut faire appel au Sango-care jusqu'aux 3 ou 4 mois du bébé. D'accord. Vous quittez l'établissement après 10 jours. Oui. Vous rentrez chez vous, ta maman est là. Oui.
à la maison. Tout à fait. Donc là, je suis quand même chez toi. En termes de logistique, comment vous êtes-vous organisé? Vous avez dormi, vous, sur le canapé avec Ellie à côté et ta maman dans la chambre, ou l'inverse? Alors en fait, dans le bureau de mon mari, que tu n'as pas encore vu, on avait à l'époque un canapé lit. J'ai compris. Donc elle avait sa chambre. Donc elle avait sa chambre. Et vous la vôtre avec le bébé. Nous la nôtre, avec le bébé. Et là, donc ma mère m'a beaucoup aidée. Elle a fait le ménage, m'a fait des bons petits plats, elle m'a aidé à faire les lessives. Moi, j'étais un peu en panique, la fatigue qui s'accumule, avoir l'impression de pas avoir de temps, d'avoir tellement de choses à faire et de t'en parler, tu vois, y a des choses qui me reviennent parce que je pense que c'est un peu flou, c'est un peu comme un trauma. Ouais, mais ces premières semaines étaient vraiment très difficiles et surtout un mari assez absent. Alors que pendant tout le long de la grossesse, il a été très présent, il m'a accompagné à tous les rendez-vous médicaux. Faut dire qu'il travaille à son compte, donc il est assez flexible pour son emploi du temps, mais quand même, Oui, il a fait l'effort de venir, il a fait l'effort de venir, il a posé de questions au docteur, enfin, il a vraiment toujours été là et très content et vraiment dans l'attente d'avoir ce petit bébé. Et là, en fait, on rentre à la maison et tous les soirs, il sort, il commence à fumer et à boire, alors que c'est pas un fumeur et que on boit de temps en temps, mais il boit pas beaucoup d'alcool. Donc, vraiment gros contraste et c'était assez choquant. Donc au bout d'un moment, je commençais à discuter avec lui et lui demander ce qui va pas, et il m'explique que le fait qu'il y ait ma mère chez nous, ça le gêne quand même, et qu'il a l'impression de pas pouvoir trouver sa place parce que ma mère, en fait, elle est hyper active, elle fait tout ce qu'elle peut pour m'aider, et du coup, c'est vrai que elle va prendre Ellie dans ses bras pour que je puisse dormir. Le soir, Tasky rentre et il la voit avec le bébé dans les bras, et il a l'impression de pas pouvoir prendre sa place de mari et de papa. Donc ma mère était très très compréhensive, et c'est pour ça d'ailleurs que dès le début, elle voulait pas spécialement être avec nous. Donc elle a pris un hôtel, elle est partie, elle nous a laissé plus d'espace, donc merci maman, parce que c'est pas très agréable, enfin j'avais pas envie de la chasser, et puis j'avais besoin d'elle et de mon mari, j'avais besoin des deux. Et là pour moi c'était un moment un peu dur aussi, parce que j'avais l'impression de devoir choisir, alors qu'au final on a trouvé un équilibre où ma mère venait quand mon mari travaillait, parce que toutes les choses qu'elle faisait, mon mari il allait pas pouvoir tout faire, même s'il le voulait. Donc j'avais vraiment besoin du support des deux. Mon analyse à moi, c'est juste le contre-coup de la naissance qui a été tellement dur pour lui. Évidemment pour moi aussi, mais je veux dire, lui, il a vécu ça, il a eu l'impression en fait de nous perdre, et il a eu une sorte de gros choc émotionnel. C'est ressorti, je pense, sur son comportement, de devoir s'absenter, de devoir prendre du temps en dehors du foyer. C'est quelque chose dont vous parlez maintenant que Ellie a grandi? Est-ce que vous reparlez des fois de cette naissance? Est-ce que lui, il a déjà dit « j'ai eu si peur oui. » Et même, ça me fait si peur de me dire qu'on peut revivre ça s'il y a un deuxième enfant. Raconte-moi si t'es d'accord. Oui, bien sûr. Complètement, on en parle et on se rappelle de ce moment-là comme un moment un peu étrange, parce qu'aujourd'hui, il a une très bonne relation avec sa fille, mais à l'époque, il avait du mal aussi. C'est vrai qu'un bébé, quand ça naît, c'est pas hyper interactif, donc il avait du mal à créer un lien, donc c'était frustrant, je pense, pour lui. Et c'est ce qu'il m'a dit, que nous, on a 9 mois ouais, c'est ce qu'on dit. Pour se connecter avec son bébé, lui, pas du tout. Et du coup, c'est pas du tout comme je pense qu'il imaginait pas, en fait. Je pense qu'il avait aucune idée d'à quoi ça allait ressembler le postpartum. Et je savais qu'il était pas prêt, tout simplement parce que avant d'accoucher, on avait eu cette conversation où je lui avais dit oui, profitons de ces moments tous les deux, parce qu'après ce sera pas la même chose. Et lui il me disait mais si, arrête. Il me disait arrête un peu, va pas changer autant notre vie. Ouais, il était dans le déni. Complètement dans l'ignorance, je sais pas, mais aujourd'hui, il a bien compris que effectivement, c'est pas le même quotidien. Ouais, c'était pas facile. Il me l'a dit. Il m'a dit, je sais que c'est qu'une période, mais c'est pas. Il a hâte que ça se termine, en tout cas. Toute petite enfance. Oui, toute petite enfance. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est très énergivore. Et oui, c'est un vrai don de soi. C'est ça. Merci Zoé pour tout ça. Et est-ce que là aujourd'hui, tu vois, tu dis, ouais, il a hâte que cette période se termine. Est-ce que quand même dans votre organisation familiale, vous arrivez à vous répartir les tâches, tu vois, en termes de support, parce que ta maman est rentrée, toi t'es allé au Sango Care, et en fait après, comment vous vous êtes organisés dans cette vie là à trois? On change toujours l'organisation petit à petit. Donc là, au début, c'est moi qui m'occupais vraiment à 99% de tout concernant le bébé, avec Tasky qui se concentrait beaucoup sur son travail. Par exemple, les nuits, au début, on essayait de faire moite-moite les nuits, mais en fait, lui, il était fatigué, il devait travailler, donc finalement, c'est moi qui me suis retrouvée à faire toutes les nuits. Puis là, assez récemment, d'ailleurs, j'ai vraiment besoin de prendre un peu plus du temps pour moi.
D'ailleurs, c'est lui-même qui me le dit. Il me dit, faut que tu prennes du temps plus pour toi. Et donc, j'ai repris une activité sportive, j'ai repris des cours de japonais, j'ai fait un petit voyage dernièrement. Donc, on essaye de rééquilibrer un peu plus, disons, l'organisation avec Ellie pour que j'ai du temps pour moi, que lui passe du temps avec sa fille aussi, qui crée un lien avec elle. Et c'est toujours en cours de progression, mais vers le mieux. Oui, en fait, la situation ne cesse d'évoluer au fur et à mesure qu'ils grandissent. Exactement. Et toi, pour te soulager, pour tout ce qui est la charge domestique, est-ce que vous utilisez des ressources, notamment des ressources du coup? Parce que ça, on t'en a pas parlé jusqu'à maintenant, à part le Sango Care, mais est-ce que vous avez sollicité des ressources extérieures, des ressources proposées par le gouvernement de Tokyo? Je reçois, alors évidemment, on a reçu des sous. Et même encore aujourd'hui, je reçois tous les mois une visite d'une... je sais pas si c'est une doula, mais quelqu'un en tout cas du coup qui vient voir que tout se passe bien, et après on reçoit des coupons Amazon pour pouvoir les dépenser pour des objets concernant les enfants. Et après c'est pas le coût, mais on a engagé une femme de ménage qui vient toutes les semaines, et j'ai mis du temps. Ce qui a été difficile aussi pour nous, c'est tout ce qui est repas. Pendant longtemps on a fait beaucoup de commandes en ligne, on cuisinait pas très bien, enfin des choses rapides et simples, et ça je pense que ça nous a manqué, c'est d'avoir quelqu'un qui vient cuisiner pour nous des plats. Et le coût, le Stagayoku, je suis pas sûre qu'ils aient des aides. Ah ok, merci Zoé. Tu le sais, dans le podcast, je fais toujours un petit focus sur cette vie à l'étranger, avec un petit focus sur les traditions et la culture locale. Est-ce qu'il y a une fête, est-ce qu'il y a des fêtes que vous aimez particulièrement avec ton mari? Est-ce qu'il y a des traditions, des fêtes que vous avez déjà célébrées avec Ellie? Qu'est-ce que vous avez en tête dans les grandes célébrations en lien avec un enfant ici au Japon? Alors c'est vrai qu'on n'a pas du tout fait de célébration, d'événements culturels japonais avec Ellie pour l'instant. L'été, si, quand même, on lui a mis un petit yukata et on a été sur les festivals, les matsuri japonais, donc ça c'était sympa. Et on a hâte parce qu'en août prochain, on aimerait bien aller à Aomori, dans le nord du Japon, car Tatsuki a de la famille là-bas, pour participer à un des plus grands matsuri, qui s'appelle le Nebuta Festival. C'est un matsuri où ils ont des grands chars qui font en papier, avec des lanternes, et c'est très très joli, et il y a une ambiance vraiment... Incroyable. Incroyable, ouais. Donc ça, j'ai hâte, je l'ai fait une fois, j'ai dansé même, je fais partie des de la parade? Ouais, de la parade. Waouh. Là, je pense qu'avec Ellie, on pourra pas non plus danser, quoique. Ton mari, est-ce qu'il est très alerte sur les traditions justement locales ou pas tant que ça? Pas tant que ça. Le fait qu'il soit élevé à l'étranger, en fait, c'est... Oui. Même si ça l'intéresse, il est toujours content d'en apprendre plus sur sa propre culture, mais pas tant que ça, non. Au final, pour Ellie, les traditions peut-être même qui vont être le plus célébrées, ça sera peut-être même plutôt les françaises, de par ton intervention au final. Même bien que vous viviez au Japon, c'est plutôt les françaises que vous allez célébrer. Oui, mais après, il y en a certaines, par exemple, les 3 ans et 5 ans. Ça, moi, j'aimerais bien le faire quand même. Et est-ce que, avec ton mari, vous avez identifié un peu des chocs culturels? Exemple très bête, mais la prise de bain. En France, on donne pas des bains tous les jours aux enfants, aux bébés. Au Japon, oui. Moi, au début, j'étais contre, parce que je me dis oui, pour la peau et tout, ça fait beaucoup quand même. Et finalement, comme elle est née en été, presque, il y a eu tout l'été et tout, c'était sympa de prendre un bain tous les jours, et c'est devenu quelque chose qu'on fait, donc plutôt japonais. Je pense sur l'éducation, par exemple, mais après, il a une éducation anglophone, donc pas si loin que ça de l'éducation française, et on est tous les deux d'accord sur le fait que on aime bien la scolarité japonaise sur les premières années de vie, mais qu'on aimerait bien que Kelly ait un esprit critique. Ce qui est pas le fort de la culture, de l'éducation japonaise, d'apprendre à remettre en question les choses, d'avoir sa propre opinion. Et ça, on se dit plus tard, soit elle sera probablement dans un établissement international, soit nous-mêmes, on partira peut-être en France ou ailleurs pour lui donner une éducation plus occidentale. Je comprends. On va faire un bilan un peu sur cette maternité à l'étranger. Quelles sont les situations les plus difficiles dans cette maternité à l'étranger, et à contrario, quelles sont les situations les plus réjouissantes? Moi, le plus dur, c'est tout ce qui est la maternité, donc que ce soit à l'étranger ou en France, ça aurait été la même chose, je pense. Le point pour moi le plus difficile, c'est tout ce qui est la paperasse japonaise, administrative. Pour moi, ça a été vraiment très difficile de savoir quoi faire, quand, quel rendez-vous prendre. Même encore aujourd'hui, j'ai un peu du mal avec ça. Et par contre, positif, le Japon particulièrement est quand même hyper... il y a beaucoup d'aide
de l'État. Il y a beaucoup, tout est fait pour les enfants, des ascenseurs dans toutes les stations, des cafés avec des tables allongées. Là, je reviens de mon voyage en France, à Paris en l'occurrence, où porter sa poussette à bout de bras tout le temps, enfin c'était vraiment pas facile. Et je trouve que la vie, le quotidien au Japon est quand même très bien fait pour les enfants. Et dernier point, j'ai trouvé encore une fois que le staff des hôpitaux était vraiment super, très professionnel, tout en restant humain, parce que c'est vrai qu'au Japon on a un peu cette image de personnes peut-être un peu froides, qui montrent pas trop leurs émotions, mais moi j'ai eu un personnel qui a été très à l'écoute, très doux. C'est vrai, je partage tout ce que tu viens de décrire. Est-ce que cette maternité à l'étranger t'a appris quelque chose de particulier sur toi? Est-ce que tu t'es découvert une force ou une compétence particulière qui a été quand même mis vraiment en évidence par le fait de vivre tout ça quand même à l'étranger, loin de chez toi, loin de tes repères, de ta famille, de tes amis, de ta langue? Je trouve que j'ai été quand même assez résiliente, que j'ai pu finalement, quand je pense à tout ça, assez courageuse. Ça fait bizarre de le dire de soi-même, mais c'est important aussi de le dire à soi-même et aussi de se féliciter de ce qu'on fait. Ouais, maintenant que j'y pense, je me dis quand même, j'avais pas forcément le vocabulaire à l'hôpital pour me faire comprendre, mais j'ai réussi à la fin à être assez à l'aise pour qu'est-ce qui n'allait pas aux infirmières. Donc j'ai vu que j'ai réussi en fait à être assez courageuse et avoir l'énergie, enfin trouver l'énergie pour faire tout ça. Et ça m'a surprise. Ça t'émeut? Ouais, ça m'émeut un peu. Je me dis quand même, c'est un sacré challenge, la maternité, et que c'est pas facile. Et du coup, une chose qui me permet de tenir, et c'est ça que je voulais partager, c'est quand même la sororité. De toutes les mamans, toutes les femmes que j'ai rencontrées, toutes les amies, que j'ai pu me faire via la maternité, de pouvoir échanger avec elles sur les soucis du quotidien, de me rendre compte qu'en fait, finalement, on n'est pas si seul que ça. Non. On est toutes seules chez nous, mais on est seules ensemble quand même, parce on vit tous les mêmes galères. Exactement. Ouais. J'ai pas ma famille avec moi, mais du coup, on trouve une autre famille avec les mamans et voilà. Donc mon conseil pour celles qui sont à l'étranger, c'est de se rapprocher d'autres expatriés, même si parfois on a envie de s'intégrer le plus possible et de pas forcément rester entre Français, mais dans un moment comme une maternité où en fait on vit des choses tellement difficiles, on a besoin de trouver un groupe et des personnes avec qui échanger et se renseigner, se rassurer. Ouais. Et ça pour moi c'est salvateur. Et j'ai beaucoup d'amis qui essaient de me soutenir, qui me soutiennent comme elles peuvent, mais qui sont pas forcément encore parents. C'est encore autre chose, ouais. C'est encore autre chose. Leur soutien est essentiel, mais pour autant, leur réalité n'est pas la nôtre, donc c'est parfois plus difficile. Exactement. Tu feras ça très bien. Super. Un grand merci Zoé pour toutes tes confidences. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce déménagement, bien du courage pour mettre toute votre petite vie en carton, et j'aurai plaisir à venir découvrir votre nouveau lieu de vie. Oui, merci beaucoup Julie, merci pour ton écoute. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nouvelle Ère, Nouvelle Mère. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. D'ici là, je vous invite à vous abonner au podcast. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cet épisode ou les précédents. Vous pouvez retrouver les ressources et les coulisses du podcast sur Instagram, @nouvellemère.lepodcast. Et petite nouveauté, pour vous aider au quotidien, j'ai créé une Google Maps avec toutes mes adresses préférées et les adresses testées et approuvées partagées par mes invités. Le lien est disponible directement dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage de maternité à l'étranger.